J'ai un appareil quand j'ai un projet, en dehors de ça, non. Mais je ne suis pas photographe comme Cartier-Bresson qui a toujours un appareil pour témoigner de ce qu'il voit. J'avais fait plein de choses avant, mais je gagnais pas tellement d'argent et on m'a proposé un contrat avec Vogue, Vogue et Harper's Bazaar de tenue par les directeurs artistiques qui étaient des juifs russes qui avaient fui Moscou et sont venus avec des idées différentes des journaux américains sur la mise en page, sur la typographie, sur la recherche graphique. Et ils étaient. Vogue avait même une politique de mécénat. Et moi, j'avais exposé, le directeur artistique a dit: Est-ce que vous voulez travailler pour nous? J'ai dit: Pour faire quoi? Il a dit: On verra. Et puis, une fois que j'ai vu le bureau, toutes ces femmes qui portaient des lunettes harlequin, des chapeaux, des trucs comme ça, il a dit: Vous ne tiendrez pas 24 heures ici, vous ferez plutôt des portraits des natures mortes, des trucs comme ça, et on va vous payer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour un journal comme ça. Moi, je faisais la peinture, une peinture géométrique abstraite, et, et quand j'ai découvert la possibilité de faire des photos de choses que je voyais, je me disais, bon, je sors de l'atelier, je suis capable de parler de la vie, des choses que je vois, des choses que je ressens grâce à la photographie, des choses que je ne mettais pas dans la peinture parce que la peinture était géométrique, abstraite, hard edge. Quand j'ai commencé à jouer avec la photo, je me suis dit: qu'est-ce qu'on fait avec la photo? Et pour moi, c'était le livre. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas de collectionneurs, il n'y avait pas, pratiquement pas d'exposition. Mais je trouvais que le livre était le but de la photographie. Et, et j'essaie de rompre avec les mises en page de l'époque qui tournaient autour du système, une photographie sur la page de droite, une page blanche à gauche, mais je voulais faire des livres comme des films. Alors j'ai bousculé la mise en page et j'ai fait les livres que vous connaissez. J'ai découvert la photographie et je me suis dit que je vivais à Paris depuis 6 ans et j'avais l'occasion de retourner à New York. Je me suis dit, j'ai un regard quand même décalé sur New York, euh, avec un œil européen et un œil de l'indigène. Et j'ai fait des photos à New York que je découvrais, redécouvrais. Mais les éditeurs new-yorkais auxquels j'ai montré les photos ont dit: ben, ces photos c'est de la merde, et vous montrez un New York de merde, on dirait un slum. J'ai dit: mais New York est un slum, vous ne connaissez pas New York, vous habitez à 5e Avenue, vous venez au bureau au Madison, jamais vous êtes allé au Bronx, au Queens, etc. Mais à Paris, j'ai cherché un éditeur et j'ai vu qu'il y avait une collection de petits livres de voyage qui s'appelait Le Petit Planète. Et c'était fait par Chris Marker. Alors je suis allé au bureau, c'est le seuil, et j'ai vu un mec extraterrestre qui avait un pistolet de laser dans sa ceinture et des vaisseaux spatials qui couraient sur des fils au travers de la pièce. Et il a vu les photos, il a dit: on va faire le livre. Et si on ne le fait pas, je claque la porte.
Or, c'était Chris Marquet, était photographe, cinéaste, tout ce qu'on veut. Et il était directeur de collection. Et il menaçait de quitter la maison tous les mois. Et le seuil, qui était une maison très très square, carré, qui faisait des recueils de chants de scouts catholiques et des trucs comme ça. Il tenait beaucoup à Marker, qui était le wunderkind de la maison, et ils ont accepté de faire livre sans que personne en dehors de Marker, au seuil, trouvait que ce projet de livre valait le coup. Ça a très bien marché. Oui, oui, parce que les Français avaient une grande curiosité de l'Amérique et il y avait une certaine vision différente des Américains, parce que les éditeurs américains trouvaient qu'en effet, je me foutais de la gueule de New York et que cette vision était anti-américaine. Je voyais une ville dans laquelle j'avais grandi et qui, pour moi, était mythique, mais quand j'ai vu New York après Paris, je me suis rendu compte que c'était quand même Plouxville et je l'ai montré comme ça. La première grande exposition, je crois que c'était à Tokyo. J'étais invité à faire un livre sur Tokyo et il y avait une grande exposition là-bas. Et, et moi, je suis allé au Japon parce que je trouvais que la photographie japonaise était très loin de moi et que je pouvais apprendre des choses. Mais je me suis rendu compte que les Japonais qui faisaient une photographie zen, très calme et très belle, euh, pouvaient m'intéresser, mais je me suis rendu compte que les Japonais étaient beaucoup plus intrigués par ce que je faisais et ils voulaient en effet aller vers une photographie brutale, contrastée, noir et blanc et tout ça. C'était pas les photographes français, c'était... Ben, la photographie n'était pas ma grande préoccupation. D'abord, je suis venu à Paris pour faire de la peinture. Et je me rendais compte à cette époque-là, à la fin des années 40, début des 50, il y avait Paris n'était pas le Paris des années 20-30, le centre du monde artistique. Et à l'époque, il y avait que, comme vedette ici à Paris, c'était Bernard Buffet, qui était vraiment pas mon truc. Mais alors je me suis tourné vers les Russes, Rodchenko, les constructivistes. Un type comme Rodchenko, il faisait la mise en page, il faisait des expériences euh, extra-photographiques. Et là, je trouvais que c'était beaucoup plus proche de ce que je voulais. Ce que faisaient les constructivistes, c'était quand même c'était révolutionnaire. Ils voulaient changer la façon de faire des livres, la façon de faire des films. Et il y avait les Russes, il y avait aussi les gens de Weimar, les gens du Bauhaus. Et cette notion de faire un travail multidisciplinaire, le Bauhaus, c'était la typographie, la mise en page, l'architecture intérieure, le cinéma. Et ça, je trouvais, ça me convenait plus que l'ambiance strictement peinture qu'il y avait plus ou moins à Paris. Mais je connaissais quelqu'un comme Alain René qui disait, bon, alors maintenant tu as fait un bouquin, faut faire du cinéma. J'avais dans ma famille des gens qui étaient impliqués dans le cinéma, des avocats et tout ça. Mais un cinéaste en chair et en os, je n'ai jamais vu. Et vous savez, en Amérique, on ne s'occupait pas tellement d'auteurs cinéastes.
Alors c'était surtout des films de Fred Astaire, de Mickey Rooney, de Judy Garland, de Shirley Temple et, et Cary Grant. C'était pas des films de metteur en scène. Ici à Paris, c'était autre chose. C'était autre chose. J'avais fait un livre en noir et blanc, très brutal et grunge, une espèce de New York d'Amérique tragique. Je pensais à mon père qui était un peu le protagoniste de la mort d'un commis voyageur, le mec qui se cassait le cul pour gagner quelques dollars et qui avait beaucoup de mal, mais qui disait c'est merveilleux ici, tout le monde peut devenir président. Or, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et quand je suis revenu de Paris, j'avais une autre idée de comment on pouvait vivre dans une ville. Et je trouvais que New York était tragique pour beaucoup de monde, dont mon père et ma famille. Donc c'était le contraire de ce que je mettais dans le livre, qui était noir et blanc, contrasté, violent. Alors je me suis dit, je ferai un film en couleur pour montrer la beauté de quelque chose qui lavait le cerveau des Américains. C'était Broadway. Et pour moi, les enseignes de Broadway, c'était des ready-made. Je pensais les filmer et les monter ensemble et montrer que cette chose qui était la chose la plus belle de l'Amérique était aussi la chose assez effrayante. Collectionneur, non. Je change, oui. Je change de photos. J'ai connu tous les peintres pop à New York à l'époque des années 50, 60. Et je pouvais acheter des tableaux pour rien qui valent maintenant une fortune et j'ai jamais fait. Je regrette quelque part. Bien sûr, c'est pas de Bob Dylan, de Beatles, des gens comme ça. Euh, et de Fred Astaire. Quand je voyais un film de Fred Astaire, je sortais dans la rue et je m'imaginais que j'allais pouvoir traverser la rue en dansant comme Fred Astaire. Oui, il y avait des gens comme ça qui me transportaient. J'étais à un dîner et il y avait Topor là qui riait tout le temps. Et je me suis dit que voilà un personnage. C'était aussi un ready-made. C'était un objet tout fait. Il n'avait pas besoin de dialogue. Il n'avait que rire. Topor, je l'adorais. Je trouvais que c'est un génie. Et, et j'aimais tout ce qu'il faisait. J'aimais lui. Ça dépend. Qu'est-ce que vous me proposez? Je viens d'acheter un petit appareil numérique que je mets dans la poche et si je vais à une fête ou quelque part, je le sors et je fais des photos.